Bonsoir à tous, c'est Tambour Battant. Tambour Battant consacré aux 25 ans de l'anniversaire, est-ce qu'on peut dire de l'anniversaire? En tout cas 25 ans après le génocide du Rwanda. Notre premier invité est Patrick de Saint-Exupéry, bonsoir. Bonjour. Patrick de Saint-Exupéry, vous êtes l'auteur de L'Inavouable, qui avait été publié aux Arènes, aux éditions des Arènes en 2004. Puis ensuite, ça a été Complice de l'Inavouable en 2009. Et on peut dire que vous êtes cofondateur et rédacteur d'une revue qui s'appelle 21. Et après avoir été grand reporter au Figaro, vous êtes le prix Albert Londres. Dans notre profession de journaliste, c'est ce qu'il y a de mieux. Le prix MUM, le prix Bayeux des correspondants de guerre. Je vais arrêter parce que vous avez tellement de décorations qu'il faudrait s'arrêter. On va parler avec vous donc de ce génocide du Rwanda qui est intervenu en 1994. Peut-être ce qu'on peut dire quand même, c'est que ça a été précédé par un certain nombre de mesures et au fond de politique du gouvernement rwandais présidé par Habyarimana qui laissait entendre qu'à terme, l'objectif devenait le génocide de la population Tutsi pour ces Hutus qui étaient majoritaires. Oui, c'est exact. Un génocide, de toute manière, par définition, se construit dans le temps, avant d'un jour, éventuellement, de se déclencher. Et là, dans le cas du Rwanda, il y a eu toute une construction dans le temps extrêmement longue, qu'on fait remonter à 59, ce qui est un petit peu la révolution sociale à l'époque au Rwanda, la révolution des Hutus, la révolution sociale des Hutus, c'est-à-dire qu'il y a une bascule de pouvoir. Les Tutsis étaient au pouvoir, les Hutus s'emparent du pouvoir. Chacun son tour. Mais pendant cette révolution sociale, et après, il va se produire une série de petits génocides, parce que le massacre, de petits génocides, parce que le discours tenu par les Hutus qui s'emparent du pouvoir est un discours hégémonique. Nous sommes le peuple majoritaire, donc nous sommes le Rwanda. Et il est laissé une toute petite place aux autres, aux Tutsis, dont l'identité est inscrite sur la carte d'identité, comme celle des Hutus, comme celle d'une autre catégorie de la population. Et lorsque la situation va se tendre, cette idée du peuple majoritaire va être extrêmement développée. L'idée en même temps qu'il existe une menace existentielle sur ce peuple majoritaire est mise en scène. Et lorsque le génocide démarre, il est absolument fulgurant. Alors, il faut rappeler que ça a démarré avec les conditions dans lesquelles on a bombardé l'avion du président du Rwanda, Habyarimana, et de sa femme. Je reviendrai sur sa femme, puisqu'elle était très proche des milieux extrémistes Hutus. Et lorsque leur avion a été bombardé, on a dit pendant très longtemps que, justement, c'était le FPR, donc le parti Tutsi, qui avait été à l'origine de ce qui sera l'origine du génocide. Or, ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, on peut dire de façon extrêmement claire que cet avion a été bombardé par des extrémistes Hutus. Oui, le génocide au Rwanda démarre le 6 avril 1994 avec un attentat contre l'avion du président rwandais, qui était donc l'incarnation de ce peuple majoritaire qui se sentait menacé existentiellement. Et cet attentat est interprété immédiatement comme la volonté hégémonique des Tutsis. Donc il faut tout de suite les extrémistes qui sont au pouvoir, il n'y a pas d'autre mot, les extrémistes qui sont au pouvoir viennent dire ce sont eux qui ont tué notre président. Et donc le sous-jacent est ils sont véritablement une menace. Il faut tous les tuer. Et le projet, d'ailleurs, avait déjà été annoncé auparavant. Il était public, il était très clair. Un général français aura l'occasion, lors d'une discussion, d'entendre un responsable du Rwanda lui dire à l'époque c'est simple, nous allons régler le problème, il faut tous les éliminer. Donc, cet attentat est en fait le prétexte de la mise en œuvre du génocide des Tutsis. Thibaut Valentin. Et Patrick de Saint-Exupéry, à l'origine du génocide, il y a aussi un conflit qui oppose le Front patriotique rwandais au gouvernement du Rwanda. Et est-ce que cette dimension raciale, elle est partagée aussi par le Front patriotique rwandais qui, en 1990, s'infiltre au Rwanda? Oui, alors le Front
patriotique rwandais apparaît en fait sur la scène rwandaise en octobre 1990. C'est un mouvement d'opposition armée. Comme vous le dites, ce mouvement s'installe dans le nord du Rwanda. Cette étape-là marque, en fait, permet au pouvoir rwandais de dire oui, la menace existentielle, c'est ce front patriotique rwandais qui l'incarne, qui la représente, qui la symbolise. Et ce discours-là ne va cesser d'enfler, d'une menace, d'un mouvement d'opposition armée. On en arrive, les autorités rwandaises en arrivent alors à faire dire que ce mouvement d'opposition armée renverse en fait la situation. Ce mouvement d'opposition armée est Tutsi, est dans une logique hégémonique Tutsi. Ce sont eux qui veulent nous exterminer. Donc, nous allons les exterminer en premier. C'est véritablement comme ça que va se construire le discours qui permet la mise en place de la mécanique du génocide. Patrick Saint-Exupéry, il faut dire un mot sur ce génocide, parce qu'en France, on n'a pas toujours idée de ce qui s'est passé. D'abord, c'est 800 000 à 1 million de morts. C'est quand même un chiffre énorme, parce qu'il faut penser 800 000 à 1 million de visages, 800 000 à 1 million de personnes qui ont été exterminées. Deuxièmement, c'est quelque chose de terrible pour les Tutsis, dans leur immense majorité. Ils sont poursuivis dans des conditions atroces, torturés, tués à la machette. Finalement, on a l'impression, si vous voulez, qu'il s'est passé quelque chose d'épouvantable dont on a mis du temps à prendre la mesure. Vous avez été sur place en 1994. Vous avez été sur place ensuite quand il y a eu l'opération turquoise menée par les troupes françaises pour, au fond, sans doute, alors je mets entre guillemets, mais venir au secours des Hutus plutôt que de pacifier la situation, c'est-à-dire de servir ce qu'était la présidence Hutu, parce qu'au fond, François Mitterrand avait peur à cette époque d'une domination américaine et qui considérait qu'il fallait reprendre le Rwanda et que le Rwanda devait être au fond dans l'ère française. Et je crois que on ne se rend pas compte de ces vies qui ont été arrachées, de ces familles qui ont été finalement exterminées intégralement, des femmes, des enfants, des vieillards. Et je trouve que dans votre livre, comme d'ailleurs dans ce travail que vous avez fait en bande dessinée qui s'appelle La fantaisie des dieux, Rwanda 1994, on mesure quand même ce que c'était que ce génocide. Ça a été quelque chose d'épouvantable. Oui, oui. Moi, je suis au Rwanda en mai 1994. Et je rentre dans ce pays par un pays frontalier, la Tanzanie. Et pendant 3 jours, avec quelques confrères, je suis journaliste, nous avançons vers l'intérieur de ce pays. Et nous ne voyons que des morts. Pendant 3 jours, nous ne voyons que des morts. Il n'y a pas un mot. Il y a du vent, il y a des arbres qui bruissent, pas un mot, le silence. Et la question qui se pose, et c'est celle qui se pose lors de tout génocide, est d'évidence, comment raconter ? Les témoins, ceux qui peuvent raconter, ont été tués. Il n'y a plus de mots. C'est très difficile de comprendre ce qu'il s'est passé. Et ensuite, bien entendu, il y a toujours des rescapés. Le jour suivant, nous allons tomber sur quelques rescapés qui vont nous raconter. Et nous savons, lorsqu'ils nous le racontent, que tout ce qu'ils racontent est vrai. Mais nous savons aussi que si nous reproduisons leurs mots tels que, personne ne les croira. Donc il y a cette difficulté d'abord de prendre conscience de ce qu'il s'est produit et de sa dimension. Sa dimension est très simple. Vous avez parlé de 800 000 morts, c'est 800 000 morts en 3 mois. C'est un bilan incroyable, c'est d'une efficacité absolument terrible. C'est un pays, le Rwanda est un tout petit pays, c'est un pays dont une bonne partie de la population a purement été simplement rayée de la surface, parce qu'ils étaient Tutsis. C'était la seule raison. Voilà ce qui s'est passé. Alors après, il y a toute une série de débats qui vont intervenir. La France de François Mitterrand se trouve très gênée, parce que Paris a mené depuis
plusieurs années une politique extrêmement engagée au Rwanda. Donc, du côté des Hutus. Du côté du pouvoir rwandais, avant que le pouvoir rwandais soit fauché lors de cet attentat. Donc il va y avoir toute une série d'analyses. C'est la faute aux Américains qui voulaient s'emparer de ce petit pays. Nous, Français, étions dans notre rôle en voulant défendre la francophonie, etc. Bon, mais c'est une discussion. Ça n'ôte rien de la réalité de ce qui s'est passé. Et cette réalité-là, il va falloir des années avant qu'elle commence à s'inscrire un peu dans les consciences. Alors tout à l'heure, vous avez parlé, au fond, de moments où il y a eu des Hutus qui ont été tués par des Tutsis qui ont été tournés par des Hutus. Mais quand Villepin parle des génocides au pluriel, ça ne passe pas avec vous. Et d'ailleurs, ça ne passe pas avec tous ceux qui observent sérieusement ce qui s'est passé, dans la mesure où le génocide, il est bien l'affaire des Hutus qui sont criminels vis-à-vis des Tutsis. Il y a eu des moments où il y a eu des Hutus qui ont été tués par des Tutsis, mais c'est sans comparaison, ça n'a pas de rapport, c'est des gestes individuels, à côté de ce système, d'ailleurs organisé par les médias rwandais, et notamment par la radio Mille Collines. Oui, Dominique de Villepin va mentionner les génocides, mais tardivement. Mais avant lui, François Mitterrand va parler des doubles génocides. Et il en parle 3 mois après le génocide en lui-même. Lors d'un sommet franco-africain à Biarritz, il s'interroge. Y a-t-il un génocide, des génocides? Lequel? Celui des Hutus sur les Tutsis ou des Tutsis contre les Hutus? C'est absolument sidérant. C'est-à-dire que l'histoire n'a même pas commencé à être écrite, qu'elle est déjà interprétée, réinterrogée, mise quelque part d'une certaine manière en abîme. Mais qu'est-ce que vous répondez aux gens qui parlent d'un double génocide et qui réfutent la thèse d'un simple génocide? Je crois que la justice a répondu. Maintenant, nous sommes 25 ans plus tard. Il y a eu d'extrêmement nombreuses condamnations de responsables qui ont mené le génocide. La justice a répondu. C'était un génocide, celui des Tutsis. C'est acté. Et même aujourd'hui, le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, après avoir pendant 10 ans mentionné simplement l'idée d'un génocide, a fini par admettre que ce génocide était bien celui des Tutsis. Donc la réponse, la question, quelque part, ne se pose plus. Et pourtant, elle se pose toujours. Parce qu'un certain nombre de gens font toujours vivre cette notion du double génocide. Alors est-ce que c'est pas parce qu'en fait, les Français veulent protéger leur opération turquoise? Alors il faut rappeler que c'est 2500 soldats français qui sont envoyés au Rwanda jusqu'au 21 août 1994. Le génocide va causer la mort de 800 000 à 1 million de personnes, je l'ai dit, mais en fait, l'opération turquoise ne sera pas là pour protéger les rescapés. Il sera là pour essayer de favoriser la fuite des Hutus qui vont quitter le Rwanda, donc des génocidaires. Aujourd'hui, je le dis comme ça clairement, mais quand vous l'avez révélé dans les articles que vous avez écrits, et je pense à cet article que vous avez écrit dans 21, je crois que ça s'appelait « Nos crimes en Afrique », ça a fait l'effet d'une bombe. Et vous avez été à la fois, vous avez interloqué l'opinion publique et vous avez été immédiatement critiqué par les politiques français et l'enquête parlementaire qu'a dirigé Paul Quilles s'est traduite par, au fond, quelque chose de confus qui essayait de vous répondre finalement. Oui, il s'est passé il y a eu plusieurs étapes en fait dans la construction ou la difficile construction de cette histoire. L'une des premières étapes, c'est la mise en place d'une mission parlementaire d'information par Paul Quilles en 1998. L'intitulé de cette mission, et nous sommes 4 ans après les faits, l'intitulé de cette mission est déjà un petit peu troublant parce qu'il s'agit d'examiner la tragédie rwandaise. Donc on sent que d'entrée de jeu, il y a un glissement. On ne veut pas nommer les choses pour ce qu'elles sont. Et ensuite, un rapport va être produit après des mois de travail. Les parlementaires vont beaucoup travailler, mais Paul Quilles va tout de suite orienter ce rapport en déclarant que oui, la France est blanchie. Ce qui est absolument surprenant, parce que lorsqu'on lit le rapport, ça n'est pas le cas. Il y a de nombreux faits qui sont mentionnés qui posent problème. Et en fait, la discussion ne cesse de rebondir depuis 25 ans sur, non pas le génocide,
des Tutsis, dont il est maintenant établi par la justice, par le monde entier, que c'était celui des Tutsis, mais sur le rôle de Paris dans ce génocide. Et justement, Patrick de Saint-Exupéry, vous parlez à la fin de votre livre d'une trentaine de personnes en France, que vous appelez d'ailleurs les apprentis sorciers, qui auraient en fait voulu faire du Rwanda un laboratoire pour tester une technique de guerre qui est la guerre révolutionnaire. Alors est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est la guerre révolutionnaire et sur quel fait vous vous basez pour nous dire... Aux yeux de ces 30 personnes. Oui. La guerre révolutionnaire, oui, bien sûr. Je cherche juste simplement le bon bout pour poser les choses le plus clairement possible. Vous l'avez dit, de nombreux soldats français vont être engagés au Rwanda avant le génocide, pendant le génocide et après le génocide. Ça représente beaucoup d'hommes. Ces hommes sont des soldats. Et l'armée, au moment des événements du Rwanda, met en place, c'est nouveau, hein, c'est tout nouveau, ce qu'on va appeler le COS, qui est aujourd'hui assez connu, c'est le commandement des opérations spéciales. C'est une nouvelle unité, va-t-on dire, un nouveau groupe, en tout cas au sein de l'armée, qui relève exclusivement, pour ainsi dire, des prérogatives du chef d'état-major et du président de la République. C'est-à-dire que les chaînes hiérarchiques vont être complètement bouleversées à l'occasion de la création de cet outil. À l'époque, c'est l'Élysée qui tient les manettes de la politique au Rwanda. Depuis longtemps. Donc l'Élysée dispose d'un nouvel outil. Et à l'Élysée, nous sommes, de fait, dans une logique de guerre révolutionnaire. Le chef d'état-major particulier du président de la République, le général Queneau, parle de guerre totale, ce qui est un des marqueurs de la guerre révolutionnaire. Sachant que la guerre révolutionnaire, c'est une guerre où tout est brouillé. Il n'y a plus de civils, ni de soldats, ni de belligérants. Tout le monde est tenu pour à la fois civils, soldats et belligérants. Mais vous dites qu'on a voulu la tester là-bas, en fait. Ce seraient des militaires, des politiques françaises qui auraient voulu tester cette technique de guerre là-bas. C'est ce que vous dites dans votre livre, en tout cas. Je ne le dis pas tout à fait comme ça. Je dis que nous nous sommes trouvés dans cette situation de par la politique de l'Élysée. Cette situation-là a été assimilée à une situation de type de guerre révolutionnaire. Et nous sommes, nous globalement, hein, les soldats, nous tous, à cause de l'Élysée. Et nous sommes donc repartis dans cette logique de la guerre révolutionnaire que nous avions, que l'armée française avait déjà détaillée dans plusieurs conflits en Indochine, en Algérie. C'était une doctrine qui avait été mise au point. On peut dire que l'opération turquoise, au moment où, au fond, les Hutus se rapatrient vers le Zaïre, a pour objectif de protéger, je l'ai dit plusieurs fois, de protéger les Hutus dans leur fuite par rapport au fait que le FPR, lui, a gagné la guerre, finalement. Moi, ce que je voudrais essayer de comprendre, c'est pourquoi ce déni si longtemps des Français, de l'armée française et des politiques françaises. Les responsables, on les connaît, c'est Juppé, c'est De Villepin, qui, au fond, d'une part, ont donné les ordres, et d'autre part, étaient aux manettes, Balladur aussi d'ailleurs, était aux manettes, et donc ont pris les décisions. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi ce déni par rapport à ce qu'a été leur activité politique et, au fond, à ce qu'a été l'activité des militaires? Alors, vous parlez de l'opération turquoise. L'opération turquoise se déroule à la fin du génocide, oui, au moment où 2500 soldats français sont envoyés au Rwanda, dans une posture, c'est ce que dit l'Élysée, de neutralité. Ces soldats français sont néanmoins envoyés, comme vous le mentionniez, d'un côté, celui des Hutus, celui de ceux du côté des extrémistes qui viennent de commettre le génocide. Donc, il y a une prise de parti, de fait. Personne n'y peut rien. De fait, lorsqu'on intervient du côté de ceux qui viennent de commettre un crime, on se place de leur côté. Cette politique, je le disais, depuis des années, a été initiée par l'Élysée. Le cœur de décision est l'Élysée. A été avalisé par les ministres, a été mise en scène aussi par les ministres, mais l'Élysée est au cœur. Après le génocide, la position est très compliquée. On l'a vu lorsque François Mitterrand dit « mais non, il ne s'est pas produit un génocide, mais deux génocides ». Il commence à rentrer dans ce qu'on appelle une sorte de fabrique de doute. Que s'est-il vraiment passé ? Le piège est conséquent, parce que pendant tous ces événements, peu à peu, l'attitude de l'Élysée
va ressortir. Et l'inclinaison ou la proximité de l'Élysée avec ceux qui viennent de commettre le génocide devient de plus en plus évidente. Il faut se sortir du guêpier. Le problème, c'est qu'on a les témoignages des militaires. Aujourd'hui, il y a un militaire qui s'appelle Ancel, qui a publié un livre absolument magnifique sur le génocide, et qui lui dit, au fond, notre mission, c'était de protéger les Hutus. Notre mission, elle était une mission partisane. Et son livre est clair, mission partisane. Il y a un général qui a été ensuite désavoué, mais qui était un général qui conduisait les troupes, qui était chef d'état-major des troupes au Rwanda jusqu'au génocide, avant le génocide, et qui a dit j'ai vu le génocide se préparer. Donc il y a des militaires qui ont commencé à dire la vérité. Comment expliquer que les forces politiques françaises continuent à dire c'est plus compliqué que ça, il faut voir, etc., et essayent de relativiser ce qui s'est passé, c'est-à-dire la responsabilité de la France? Je crois que c'est assez simple. Il me semble que c'est un mécanisme psychologique. Lorsqu'on veut que le doute s'impose, on refuse simplement d'entendre, de tenir compte des témoignages, de ce qui était dit, de la réalité passée. On entend réécrire, ou en tout cas substituer une autre réalité à la réalité telle qu'elle vient de se produire. Et je crois que c'est l'attitude d'hommes politiques comme par exemple Hubert Védrine, qui maintient toujours ce discours contre vents et marées, qui quelque part se refuse obstinément à entendre le témoignage de Guillaume Ancel que vous venez de mentionner, celui du général Varech que vous avez également mentionné, ou d'autres témoignages, parce qu'il y en a d'autres aussi de gens qui étaient présents sur place, de témoins, etc. On ne veut pas entendre. Nous avons besoin de créer une autre réalité, donc nous faisons l'impasse sur ce qui est dit pour continuer à dire qu'il s'est produit 2 génocides ou plusieurs génocides, ou en tout cas que ce drame absolument incompréhensible, extrêmement complexe, nous dépasse et que donc on peut l'oublier. Oui, mais dans quel but, si vous voulez? Parce que je me refuse, alors je suis peut-être naïf, mais je me refuse de croire que François Mitterrand s'est dit « tiens, on va faire un génocide pour le plaisir ». Il y a un but derrière, il y a une volonté. Et quelle est-elle? Mais il n'y a pas de... Non, il y a un engrenage. Il y a un engrenage, voilà, oui, merci. Mais il y a un engrenage. D'où vient cet engrenage? C'est-à-dire que, qu'est-ce que s'est dit Mitterrand? Il s'est dit, à travers le FPR, finalement, c'est le fer de lance des États-Unis. On va nous attaquer sur la sphère francophone en Afrique, et donc on va soutenir les Hutus. C'est ça que vous nous dites. Alors ça, effectivement, c'est une explication, en tout cas c'est un discours que lui prêtent beaucoup de ses proches, qui font remarquer qu'à l'époque, François Mitterrand intervenait très régulièrement sur le sujet au Conseil des ministres, qu'il avait une sorte de polarisation sur ce dossier extrêmement importante, qui peut être explicable en fonction de sa culture historique. Mais en tout cas, le président français était polarisé. Mais c'est une explication. Si l'on écoute Hubert Védrine, il y aurait eu un véritable enjeu avec le Rwanda. Si un pays auquel nous étions alliés venait à tomber, dans ce cas-là, toute la francophonie en Afrique, tous les régimes auxquels nous sommes liés, se trouvaient à leur tour menacés. La parole française n'était plus garantie, n'était plus une garantie à 100%. C'est très difficile de démêler quelle est la bonne version de ces explications. Elles peuvent d'ailleurs s'additionner. Mais en tout cas, la logique d'engrenage est de plus en plus avérée, devient même incontestable. Paris s'est trouvé pris dans un engrenage et n'a jamais tenté de briser cet engrenage. La couverture de votre livre, Complice de l'inavouable, qu'on voit à l'antenne, c'est une couverture qui donne les noms d'un certain nombre de militaires. Ces militaires vous ont attaqué pour diffamation en disant, Patrick de Saint-Exupéry, qu'au fond, d'ailleurs ils ont été financés pour ce faire par le ministère de la Défense, pour dire que vraiment c'était insupportable de dire qu'ils avaient aidé les Hutus et que ce n'était pas la vérité. Curieusement, il y a eu des décisions contradictoires des tribunaux. Il y a eu le procès Lafourcade, donc Lafourcade est un de ces militaires. Il y a eu un procès avec De Stabenrath, qui était aussi un autre de ces militaires. Il y en a eu plusieurs autres. On a cherché à vous condamner, vous n'avez jamais été condamné, mais il y a des procès qui se sont mal terminés pour vous et qui se sont mal terminés pour eux, pour d'autres. Comment expliquer comme ça que la justice hésite entre les deux versions? Parce que, comment dire,
Le livre est titré, il y a eu une première édition du livre, dont le titre était « L'inavouable, la France en Rwanda ». Le livre dont vous parlez est une réédition de la première édition, avec un titre qui a légèrement changé, puisque c'est « Complice de l'inavouable, la France en Rwanda », avec une série de noms sur la couverture. Dans ces noms, il y a des politiques, des banques, des gens et quelques militaires. 7 officiers vont porter plainte, pas tous d'ailleurs, 7 officiers vont porter plainte. Et ce qu'ils vont dire est ceci, l'inavouable, complice de l'inavouable, c'est dire que nous avons été complices du crime au Rwanda. Ce que moi, je dis, c'est que l'inavouable, c'est de ne pas avoir reconnu la matérialité de ce qui s'est passé, qu'il y a eu un génocide des Tutsis. Donc face à ces deux versions, la justice répond un coup, vous avez raison, un coup, les autres ont raison. C'est indécidable, en fait. Est-ce qu'un jour, un jeune homme qui n'a jamais entendu parler du Rwanda pourra se faire enseigner en histoire? Les Français ont prêté la main à l'un des pires génocides de l'histoire. Est-ce qu'un jour, cette version sera reconnue comme la seule version acceptable? C'est malheureusement ce qu'il risque de se produire. Malheureusement, je suis français, je le regrette, je le déplore, mais c'est malheureusement ce qu'il risque de se produire. Et ça explique d'ailleurs l'un des enjeux de cette discussion, parce que le crime de génocide est un crime imprescriptible. 30 ans, 40 ans plus tard, on peut toujours poursuivre des gens pour ce crime. S'il s'avérait qu'il y a une part de responsabilité française, d'anciens responsables politiques pourraient se voir dans la difficulté avec des procédures judiciaires. Ils n'en ont absolument pas envie. Donc là aussi, c'est une situation de blocage. Patrick de Saint-Exupéry, il y a des historiens un peu partout dans le monde. Il n'y a pas que des historiens français, il y a des historiens qui ne sont pas français. Et est-ce qu'aujourd'hui, la communauté historique reconnaît les faits pour ce qu'ils sont? Et est-ce que la France fait exception du point de vue, au fond, de la tentation déni? Ah oui, le fait historique est admis par toute la communauté historienne, absolument admis de manière indiscutable. Enfin, de la même manière que la justice a acté ce fait, les historiens du monde d'aujourd'hui ont acté ce fait. Mais c'est peut-être très difficile aussi d'acter ce fait à partir du moment où on n'a pas accès aux archives. Là, Emmanuel Macron a promis qu'il y aurait un accès. Il a nommé des historiens d'ailleurs qui ne sont pas spécialistes du Rwanda. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui, finalement, on va pouvoir enfin faire la vérité là-dessus? Il y a déjà, la discussion des archives, il y a déjà énormément d'archives qui ont été rendues publiques par le travail de journalistes, de chercheurs. Il y a déjà... Vous racontez dans votre livre votre visite rue Saint-Dominique, d'une part, et puis ensuite votre consultation des archives. Oui, non, il y a déjà beaucoup d'archives qui ont été rendues publiques. Par la mission d'information parlementaire aussi. Donc il y a déjà une base, un corpus constitué qui est extrêmement volumineux. Maintenant, il reste toujours cette idée de se dire, ça a été le cas pendant la Seconde Guerre mondiale, de se dire nous allons trouver le document presque signé par Hitler disant oui, je veux que l'on extermine tous les juifs. Il y a toujours ce rêve impossible. Donc la bataille des archives se déroule aussi autour de cette idée impossible de trouver le document où François Mitterrand aurait dit je ne sais pas quoi, mais enfin voilà, un acte incriminant d'une extrême gravité. Je ne suis pas sûr que ce document existe dans les archives. Mais en tout cas, il y a là un enjeu. Et le fait néanmoins de poser, de constituer une commission d'historiens qui va explorer toutes ces archives et qui va rendre un rapport est en soi un bon signe. Mais ce qui est absolument incroyable, c'est que voici 20 ans, il y a une mission d'information parlementaire qui s'est efforcée d'une certaine manière au même exercice. Et donc, lorsque 20 ans plus tard, cette commission d'historiens est formée, c'est le constat d'un échec de la mission d'information parlementaire. C'est le constat de cette difficulté qu'a le pouvoir en France à prendre en compte la réalité de ce dossier et de la discussion et surtout à arriver à une conclusion. Que faut-il penser de ce qu'a fait la France au Rwanda ? Merci Patrick de Saint-Exupéry. Alors je rappelle que votre livre s'appelle Complice de l'inavouable. Il est publié aux éditions Les Arènes. Et puis qu'il y a ce livre, La fantaisie des dieux, Rwanda 94. C'est une BD reportage au cœur du génocide que vous avez aussi publié aux éditions des Arènes. Le Rwanda, 25 ans après, deuxième partie, sur le grill.
Alors nos invités sont Jean-François Dupaquier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous avez été journaliste au Quotidien de Paris, puis ensuite à l'Événement du jeudi, mais vous êtes surtout expert auprès du tribunal du Rwanda, tribunal international qui a siégé après le génocide évidemment. Et on peut dire que vous avez écrit plusieurs livres, Politique militaire et mercenaires français au Rwanda, chronique d'une désinformation, et puis L'agenda du génocide, le témoignage de Richard Mugenzi, et puis Rwanda, les médias du génocide, chez Cartala. Jean-Christophe Klotz, bonsoir. Lui, vous êtes journaliste et réalisateur français, cinéaste aussi, puisque j'ai vu de vous d'abord Ligne de front, qui est un film vraiment passionnant, qui est un film de fiction sur le Rwanda pendant le génocide, et puis Kigali, les images contre un massacre, et puis tout récemment, Retour à Kigali, une affaire française. On peut dire que vous êtes sensibilisé à ce qui s'est passé parce que vous êtes d'une famille juive. Une partie de votre famille a été touchée par l'extermination des Juifs pendant la Shoah. Et au fond, vous vous êtes senti extrêmement proche des victimes du génocide rwandais que vous avez filmé à plusieurs reprises. Vous aussi, vous étiez là pendant le génocide. Oui, j'étais là. Je pense que le rapport avec la Shoah, pour moi, est venu un peu après, ou alors il était inconscient. Je suis allé au Rwanda au mois de mai aussi, comme Patrick, mai 94. Ça faisait partie de mon travail. J'étais reporter dans une agence qui s'appelle CAPA, et je travaillais sur l'actualité. Alors effectivement, j'ai mis une obstination particulière à aller au Rwanda à ce moment où tout le monde en repartait en fait, et c'était assez compliqué d'y aller. On pourra parler des circonstances après si vous voulez, mais voilà, c'était avant tout dans l'exercice de mon métier un reportage d'actualité et qui s'est avéré être beaucoup plus que ça. Dans votre film Ligne de front, on voit un journaliste, bien sûr, n'a aucun rapport avec vous, qui va au Rwanda, qui fait un échange avec un Rwandais qui est à la recherche de sa femme. Sa femme est une Tutsi. Et donc, vous lui dites, je vais t'accompagner dans ta recherche de ta femme, et toi, tu vas m'accompagner pour me servir, au fond, de poisson pilote pendant le génocide. Et ce qui est intéressant, au cours du film, c'est qu'on se rend bien compte que c'est très difficile de travailler au Rwanda quand on est journaliste, et qu'en fait, vous vous heurtez à toute une série de choses, mais vous arrivez à trouver des images extrêmement fortes. Et je voudrais évoquer, c'est dans la paroisse du Père Blanchard à Kigali, les frimousses d'enfants, 4 mai 94, un mois après, avant l'attentat d'abord, et puis ensuite après. Non, en fait, la chronologie, on arrive. Donc là, il ne s'agit pas de la fiction. Hein, non, je mélange les deux exprès. Voilà, d'accord. Donc, non, quand je suis arrivé, on était à peu près 5 semaines après le début du génocide, et donc 5 semaines après l'attentat contre l'avion. Et oui, en fait, le premier reportage que j'ai fait là-bas, c'est un reportage en huis clos, en fait. On ne voit pas le génocide. C'était pour arriver jusqu'à cet endroit, donc c'était il y avait plusieurs poches de réfugiés dans la ville, enfin il y en avait partout, hein, des gens qui se cachaient, qui étaient protégés tant bien que mal par des occidentaux ou par d'autres situations. Et donc j'avais décidé d'aller essayer de passer du temps dans ces endroits. Et là, vous parlez de la paroisse qui s'appelait Karoli-Rwanga, Saint-Charles, je crois. Et donc là, c'était 2 prêtres occidentaux, un Français et un Allemand, qui protégeaient des gens qui étaient venus se réfugier. Et c'était un huis clos parce qu'en fait, tous les 300 mètres dans la ville, il y avait des barrages tenus par des miliciens Hutus, et donc il fallait les traverser. Je ne pouvais pas sortir ma caméra. Donc, qu'est-ce que je pouvais filmer? J'ai filmé ces gens qui attendaient quoi? Qui attendaient que le monde veuille bien faire quelque chose, que la situation s'arrête. Alors, Monsieur Dupaquier, vous avez les mêmes connaissances du génocide rwandais. Vous aussi, vous avez vu sur place un certain nombre de choses. Alors, je n'étais pas dans le Rwanda pendant le génocide. Je me suis resté à la frontière
du Burundi, à Kirundo, et je voyais arriver les quelques rescapés en petit cortège, ayant réussi à échapper aux tueurs et franchissant la frontière et accueillis dans des petits camps du HCR, de l'association Caritas et d'autres. Mais je connaissais la région depuis 1972 car j'avais été coopérant au Burundi à cette époque et j'avais déjà assisté à ces séquences de terribles violences politiques au Burundi où, en 1972, il y a eu une sorte de commencement de génocide, y compris dans ma classe, puisque la moitié de mes élèves ont été emmenés dans les camionnettes de l'armée et assassinés. On peut dire que vous avez mesuré ce qu'il en était de la présence des Français pendant le génocide et après le génocide avec l'opération Turquoise. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur la présence des Français lorsque vous êtes à la frontière? Est-ce que vous savez quelque chose des troupes françaises qui sont au Rwanda à ce moment-là? Quand j'arrive à la frontière du Burundi et du Rwanda au mois d'avril, donc quelques 2 ou 3 semaines après l'attentat et le début du génocide, il n'y a pas encore de Français, enfin en apparence. On saura plus tard qu'il y a ce qu'on appelle des sonnettes, c'est-à-dire des militaires français qui sont cachés sur les collines, notamment dans le Bugesera, et qui rendent compte. Et Paris sait très bien ce qui se passe parce que ces hommes sont particulièrement qualifiés pour rendre compte de situations épouvantables. Et moi, j'ai refusé d'aller dans l'opération Turquoise comme journaliste pour des raisons personnelles, car j'estimais tout à fait condamnable l'action de la France, de Paris, de l'Élysée, et je n'avais pas envie d'être embarqué dans les camions de l'armée française pour des opérations de communication. Enfin, je voyais les choses de cette façon-là. Jean-Christophe Claude, je veux rester un instant sur ce moment du génocide et de la présence cachée des Français. Qu'est-ce que vous en savez? Alors, on disait beaucoup de choses. Ça, je m'en suis rendu compte en arrivant là-bas. En fait, en partant là-bas, je ne connaissais pas particulièrement bien la situation. Vous savez, nous, reporters, on a des réunions de rédaction. Qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Tiens, il s'est passé ça au Rwanda, il s'est passé ça ailleurs. Donc, vous avez une personne qui vous donne un paquet une documentaliste qui est pratiquement au moment de monter dans l'avion. Voilà, vous le montrez dans votre film. On essaye de se mettre au courant. Bon. Alors, d'ailleurs, c'est incroyable parce qu'on a une responsabilité énorme. On va quand même retranscrire l'histoire, quoi. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Donc, par rapport à Jean-François et d'autres gens qui connaissaient très très bien, il y avait Jean-Pierre Chrétien. Nous, on déboule, on ne sait rien. Enfin, c'est incroyable, quoi. Donc, il ne faut déjà pas se faire raconter n'importe quoi. Alors, ça, c'est un métier. Alors, on arrive. Donc, j'avais entendu dire effectivement que. C'est sur place que j'ai découvert, moi, que la France était vraiment très proche du régime, qui était en train de commettre le génocide. Nos amis français, oui, avec un portrait de Mitterrand, oui, à la fin des premiers textes tout appelant au génocide. Oui, voilà. Donc, mais j'ai pas. Alors, je n'ai pas vu. J'ai vu des Français, mais c'était des gens, des volontaires des organisations humanitaires. Est-ce que dans le lot, il y avait des sonnettes, il y avait des gens de la DGSE? C'est absolument possible. Après, moi, j'en connais beaucoup qui ne sont pas du tout de la DGSE, mais ce n'est pas impossible. En tout cas, je n'ai pas vu un type en uniforme français se trimballer. Ils étaient effectivement cachés, et voilà, je n'ai pas de témoignage direct. Il y a eu un livre à ce sujet du colonel Thierry Jouan, qui était un colonel action du service action de la DGSE, et qui raconte comment il s'est infiltré comme prétendu humanitaire dans Pharmaciens sans frontières, et il a participé, il a vu pendant le génocide ce qui se passait notamment à Kigali, mais jusqu'à Boutaré. Justement, j'ai contacté ce monsieur qui parle de Pharmaciens sans frontières. Il se trouve que moi, Pharmaciens sans frontières, je les connais très bien, et personne ne se souvient de lui, personne. Donc est-ce qu'il a mélangé, il a donné un autre nom, parce que c'est son travail de mélanger les pistes? C'est tout à fait possible. En tout cas, il ne s'agissait pas de Pharmaciens sans frontières, parce que oui, les deux seuls qui étaient là, je les connaissais parfaitement bien, et personne ne se souvenait de lui. Mais il n'empêche, le mécanisme est le même. Oui. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'est pas sûr de la vérité de l'action des Français. Oui, on est sûr qu'il y avait des Français. Je vais vous donner un exemple précis, c'est que moi j'ai réussi à trouver les rapports de la DGSE pendant le génocide, et c'était des rapports qui ont été écrits par le colonel Thierry Jouan, je lui ai montré, et il a confirmé, et ça correspondait tout à fait à ce qu'il racontait dans son livre. Donc les autorités françaises, au moins à côté des DGSE, sont parfaitement informées du déroulement du génocide. Alors, ce qui est intéressant à ce sujet, c'est que moi, quand je suis là-bas, j'ai l'impression qu'on est complètement coupé du monde, oublié. Qu'il y a un génocide qui se passe dans l'indifférence
général. D'ailleurs, le mot génocide, moi quand je filme, je ne pense pas à un génocide. C'est une notion a posteriori. Vous voyez, je vois bien qu'il y a des tueries, mais je ne pense pas en termes de génocide. Et donc, ce que je trouve intéressant, on avait cette impression qu'on était au bout du monde, oublié, alors que c'était vraiment ce que je pensais, c'est que les gens à Paris ne se rendaient pas compte que les informations qu'ils avaient, il n'y avait plus d'informations, qu'il n'y avait plus d'informations qui remontaient. Donc j'avais cette sensation-là. Et puisque j'ai continué à travailler sur le Rwanda, j'ai compris que finalement, non, ils savaient très bien ce qui se passait. Ils savaient très bien ce qui se passait. Donc c'est une grosse différence avec, il y a même une dizaine d'années, où j'avais fait un autre documentaire. Vous voyez, c'est des choses que... 25 ans après, on apprend encore beaucoup de choses. Alors l'armée française est particulièrement muette, hein. On l'appelle d'ailleurs la Grande Muette, et j'ai également été en contact avec un militaire qui appartenait à une toute petite unité de 4 militaires de très très haut niveau, qui était dans le Bugesera pendant le génocide, et qui est passé dans des villages où on venait d'exterminer hommes, femmes et enfants Tutsis, et qui en ont rendu compte. Alors je lui ai demandé bien sûr de témoigner, il refuse même de reconnaître ces faits dont j'ai la confirmation d'autres sources. Donc on se heurte chaque fois au déni, c'est-à-dire on ne savait pas, on ne comprenait pas. Alors, il est vrai que parmi les journalistes, au début du génocide, nous étions seulement peut-être 4 ou 5 Français. Parmi les Français, les Belges étaient beaucoup mieux informés, à connaître le pays, ses enjeux, son histoire politique, etc. Mais très très rapidement, d'abord les journalistes ont compris, c'est leur métier, mais à l'Élysée, on savait depuis le début très exactement ce qui se passait. On refusait simplement de voir les conséquences d'une politique. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'opération turquoise, et cette opération turquoise, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est au fond finalement une opération qui a pour objectif de ramener les Hutus loin du gouvernement FPR et de la victoire du FPR. Et en conséquence, de permettre aux Hutus de fuir. À ce moment-là, comment est-ce que vous avez interprété cette opération? Alors moi, je suis journaliste à Paris pendant l'opération turquoise. J'écris pour l'événement du jeudi. J'ai à ma disposition des témoignages des Rwandais que je connais, déjà des documents qui commencent à circuler parce que la presse française commence à accuser l'Élysée très très tôt. Dès le mois de mai, on voit que ces accusations sont précises et documentées. Et ce qu'on voit très clairement, c'est que cette opération est une opération d'enfumage, comme on dirait. Il s'agit d'abord de faire une communication vis-à-vis des Français en montrant que l'Élysée et l'armée française sont des héros. Ils viennent pacifier. Voilà, ils sont des héros, ils viennent s'interposer, ils viennent sauver des vies, ils viennent sauver des Tutsis. Alors ils viennent sauver des Tutsis, on est quand même à la fin du mois de juin et presque tous les Tutsis ont été tués. Enfin, les 3/4 des Tutsis du Rwanda ont été tués, et puis ceux qui sont encore vivants, c'est surtout parce qu'ils sont maintenant dans la zone que le FPR a conquise. Tout ceci relève complètement de l'imposture et d'un mensonge d'État qui va se développer par la suite longuement, y compris pendant la mission d'information parlementaire qu'on appelle la mission Kiles. Alors, il y a un problème quand même, c'est par exemple le travail de Judy Revers, auquel vous avez répondu. Judy Revers est une journaliste, je crois, qui a écrit qu'il y a des actes de vengeance du FPR en face de ce qui a été, au fond, le génocide. Il y a eu le génocide et ensuite des actes de vengeance du FPR. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est évident que le FPR a commis des crimes de guerre pendant cette période. Ces crimes ont été difficilement documentés, mais relativement documentés. L'historienne américaine Alison Desforges, qui a été une référence sur l'histoire du Rwanda jusqu'à sa mort malheureusement prématurée dans un accident d'avion, a évalué le nombre de morts à environ 25 000. Il y a également un spécialiste de l'ONU qui a parlé de 40 000 morts, mais Judy Revers nous parle de 500 000, 1 million, 2 millions de morts. C'est purement et simplement délirant. Les chiffres qu'elle avance ne servent qu'à étayer la thèse d'un double génocide. C'est-à-dire qu'il y aurait eu un génocide des Hutus d'un côté, un génocide des Tutsis de l'autre, donc un jeu à somme nulle. On efface tout et on recommence. Bien sûr, tout ceci est une imposture. Et malheureusement, ce genre d'imposture a un certain succès. C'est une sorte de ce qu'on appelle le storytelling, c'est-à-dire fabriquer une légende pour satisfaire des opinions publiques qui veulent penser qu'on peut se laver les mains de tout ça. Quand vous avez contesté le travail de cette journaliste en disant que c'était complètement fou de donner des chiffres pareils de Hutus tués,
qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, comment s'est passé le débat et quelles ont été les suites? C'est-à-dire, vous dites non, il n'y a pas eu de double génocide, d'accord. Elle dit oui, il y a eu 500 000, voire 1 million de morts du côté Hutu. D'ailleurs, on ne voit pas très bien où ils seraient, puisqu'il y a eu 1 million de Hutus qui ont finalement fui le Rwanda et qui sont partis après le génocide parce que le FPR avait gagné la guerre. Ils n'ont pas été exterminés. Comment ça s'est passé, cette discussion? Alors moi, j'ai eu connaissance de l'apparition du livre de Julie Revers très tôt, quelques semaines après qu'il était diffusé dans son édition papier en anglais. Et j'en ai fait une recension précise. J'espère avoir été clair en documentant les invraisemblances et les absurdités de cette thèse du double génocide. Et cette année, ce livre a dû être publié en France par l'édition Fayard. Et les éditions Fayard ont refusé de le publier, ce qui est très rare, alors qu'il avait été annoncé. Ils n'ont pas voulu s'exprimer sur les raisons de ce refus, mais on peut quand même penser que peut-être quand ils ont eu sous les yeux la version française, ils ont compris que, disons, ce négationnisme outrancier, encore peut-on parler de négationnisme outrancier, c'était pas supportable et que le public français n'accepterait pas et qu'ils seraient eux-mêmes peut-être traînés dans la boue. Donc en tout cas, les faits sont là. Édition Fayard ont refusé de publier ce livre en français. Jean-Christophe Klotz, vous vous êtes aussi heurté à la Grande Muette. Et vous aussi, vous avez essayé à plusieurs reprises d'interroger un certain nombre de hauts dignitaires de l'armée française qui, au fond, ont préféré ne rien dire. J'ai beaucoup apprécié le fait que dans votre film de fiction, vous mettez en scène un officier qui est interrogé par votre journaliste, qui n'a rien à voir avec vous, bien sûr, et qui, au fond, essaye de ne pas répondre. Écoutez, les gens que j'ai approchés pour ce dernier documentaire, la plupart ont accepté la discussion. Je dis la plupart. Hein, je ne cherchais pas, moi, une confrontation que j'aurais pensé stérile, si vous voulez, dans un documentaire de 70 minutes. Je ne voulais pas me retrouver, avoir quelqu'un sur le grill, essayer de le contredire. Ça ne me semblait pas constructif. Donc j'ai essayé de trouver des gens qui acceptaient le jeu de la discussion et qui avaient quelque chose à dire de nouveau. C'est compliqué. Hein. Donc les gens qui s'expriment dans le film, c'est des gens qui ont bien voulu parler avec moi. Je leur ai absolument pas caché que la plupart du temps, nos convictions étaient très différentes. Et je leur disais, écoutez, moi j'ai vécu l'histoire d'un côté, ce que je vous dis c'est vrai, vous ne pouvez pas contester ce que j'ai vu et vécu. Racontez-moi, vous, de votre côté, comment ça s'est passé. Donc du coup, ça a libéré un minimum de paroles. Pas avec tout le monde, hein. Il y a des gens, c'était pas la peine. Mais ceux qui s'expriment, effectivement, on n'est certainement pas d'accord, on ne l'est toujours pas. Mais il me semble qu'il y a quelque chose de l'ordre de la parole qui s'est remise à circuler 25 ans plus tard. Il y a des témoignages, un monsieur comme le général Jean Varret, dont vous avez parlé tout à l'heure, ça fait des années que j'espérais pouvoir parler avec lui, jusque-là il ne voulait pas. Alors, et son témoignage est absolument capital. Alors parlons de lui justement. Jean Varret, chef de mission de coopération militaire de 1990 à 1993, il est débarqué pour indocilité. Indocilité parce qu'en fait, il refuse d'accepter telle quelle la préparation du génocide. Il voit le génocide qui se prépare et lui, il avertit les autorités en disant l'armée française ne peut pas rester les bras ballants en face de ce drame. J'aimerais que vous en parliez parce que vous connaissez très bien cette histoire. Alors je connais le général Jean Varret depuis des années et il a longtemps refusé d'en parler parce que il avait peur d'être stigmatisé par ses compagnons d'armes. Il faut dire qu'un militaire qui sort du rang, en quelque sorte, pour dire la vérité de ce qui s'est produit au Rwanda, c'est quand même relativement rare et il en subit les conséquences. Le général Jean Varret a fini par publier un livre de souvenirs dans lequel il y a un chapitre sur le Rwanda et à cette occasion, je l'ai sollicité pour l'interviewer. Il m'a accordé cette première interview. La situation qu'il a constaté de visu dès l'année 1990, dès la première année d'intervention militaire française, c'est il a affaire à des chefs d'état-major adjoints parce que c'est le président Habyarimana qui est chef d'état-major adjoint de l'armée, de terre et de la gendarmerie, lui disent qu'ils vont exterminer les Tutsis. C'est 4 ans avant le génocide. Et il s'en ouvre au président Habyarimana qui lui dit cet abruti, il n'avait pas à vous le dire, ou il n'aurait pas dû le dire, ou on va le sanctionner. On ne sanctionne personne d'ailleurs, parce que ça fait partie d'une sorte de plan B du régime.
au cas où les difficultés s'accumuleraient d'une façon jugée intolérable, eh bien, on va se débarrasser des problèmes en exterminant les Tutsis. Donc, il en rend compte à Paris. Il est plus ou moins écouté. Et dès l'année 1991, alors qu'il est toujours chef de mission au ministère de la Coopération, il est écarté d'un certain nombre de missions au Rwanda, notamment en juillet 1991, à son grand étonnement, une mission conduite par Paul Dijoux, qui est directeur des affaires africaines et malgaches. Et ce sont des moments cruciaux parce que c'est à ce moment-là, visiblement, que les interlocuteurs français de très haut niveau du pouvoir rwandais commencent à comprendre ce qui va se passer. Car au mois de septembre 1991, Paul Kagame, l'homme fort du Front patriotique, est reçu à Paris, et Paul Dijoux lui dit « Arrêtez de combattre parce que sinon tous les vôtres vont être exterminés, vous ne retrouvez plus de Tutsis vivants à Kigali. » Donc, Paul Dijoux le sait. Et en quelque sorte, ça apparaît comme une sorte de feu vert donné par Paris à une possibilité de génocide. C'est ça qui est tout à fait important. Et à la fin, Jean Varret, qui proteste et qui a constaté que des militaires français ont mené une opération secrète en Ouganda, ont tué des gens du Front patriotique dans un pays qui est plutôt ami de la France, qui proteste, il est relevé de ses fonctions 2 jours après. On lui dit qu'il n'a pas compris les ordres. Or, les ordres officiels, c'est quand même d'essayer de terminer honorablement ce conflit et que la France joue un rôle positif. Ce n'est pas du tout le cas et c'est tout à fait frappant. Est-ce que vous avez eu vent de cette question, au fond, de la position de Varret quand vous avez été au Rwanda? À l'époque ? Oui. En 94 ? Oui. Non, je ne connaissais pas l'existence de Jean Varret. Pour moi, il n'y avait plus de Français, il n'y avait plus personne. On était tout seuls, quoi. J'ai pu me rendre au Rwanda, bon, c'est une longue histoire, mais parce que j'ai accompagné Bernard Kouchner, qui allait faire une action, une tentative de médiation. Et dans votre film, donc, on vous voit avec Bernard Kouchner, voilà, et on voit Bernard Kouchner dire qui est absolument écrasé par ce qui se passe. Parce qu'on voit Kouchner, il est très très ému. Hein. Oui. Vous avez filmé son émotion en face des cadavres qui se multiplient sur sa route et sur son chemin. Vous savez, voilà. Tout à l'heure, avec Patrick, vous avez parlé de comment raconter ça, le ça de plus jamais ça. C'est ça le sujet. Enfin, pour moi, ça, c'est mon sujet depuis 25 ans. C'est-à-dire que avec une caméra, à l'époque c'est des Betacam, comment on fait pour raconter un truc d'une dimension pareille ? C'est trop énorme, si vous voulez. Donc, ce que vous avez réussi, c'est l'émotion de Kouchner. Alors, on essaye de trouver d'autres façons. Alors, ça peut faire sourire, parce que Kouchner, on est familier de son émotion. Non, on n'est pas familier. Beaucoup de gens lui reprochent. Non, mais d'accord. beaucoup de gens lui reprochent son côté. Mais j'essayais de trouver des moyens, puisqu'on ne peut pas filmer un génocide, parce que c'est très important comme question. Est-ce qu'on peut filmer un génocide ? Non. Si on filme un génocide, on est complice de ce génocide. On ne peut pas être témoin d'un génocide. On ne peut pas. Mais ça va très loin, parce que quand on envoie l'opération turquoise sous couvert de neutralité, une neutralité dans un contexte de génocide, c'est pas tenable. Vous voyez ? Donc, pour en revenir à qu'est-ce qu'on filme, alors qu'est-ce qu'on filme ? On peut filmer des cadavres, on peut filmer l'émotion de Kouchner, on peut filmer des paysages, vous avez parlé du vent dans les arbres. Voilà, j'ai essayé de raconter ça avec des images. C'est pas simple. Ce que dit Jean-Christophe Claude, c'est très très important. Et comme le disait aussi tout à l'heure Patrick de Saint-Exupéry, on n'arrive pas à transmettre la réalité de l'horreur absolue. Moi, quand j'étais à Kirundo, j'avais une petite caméra avec moi et je me suis dit, si je réussis à rentrer au Rwanda, est-ce que je vais pouvoir filmer des gens qui se font tuer devant moi ? Mais non, ce n'était pas possible parce que si on avait tué des gens devant moi, on les aurait scénarisés pour le journaliste français qui était là derrière sa caméra. Et je m'en serais ensuite voulu pendant toute mon existence. J'aurais été effectivement, comme le dit très bien Jean-Christophe, complice d'un massacre. Et c'est un problème qui peut se poser dans des situations extrêmes comme celle-là. Jean-François Dupaquier, quand même, vous avez pris la mesure, vous, de ce qui s'est passé. À votre avis, le déni français dont on parlait tout à l'heure, comment vous l'interprétez ? D'abord, il y a la peur d'être jugé. Comme le génocide est un crime imprescriptible, ceux qui ont été les acteurs principaux de la participation française, directe ou indirecte, à ce génocide, à des politiques, pourraient se retrouver. Védrine, voilà. Védrine, Juppé. Prenons le cas de Védrine. Il est clair que si quelqu'un pouvait se retrouver un jour devant une cour d'assises, ce serait sans doute Hubert Védrine. Évidemment, c'est une perspective qui ne peut pas le réjouir et il va tout faire pour
créer la confusion, pour parler de double génocide, pour appuyer des journalistes amis qui vont défendre cette thèse d'un double génocide, défendre la thèse que le régime rwandais est un régime abominable, l'ennemi absolu des droits de l'homme, un régime diabolique. Et il faut bien reconnaître que ça peut marcher, parce que, au fond de nous tous, l'idée qu'on puisse sombrer dans une telle horreur et y contribuer, c'est une idée excessivement désagréable. Donc, les gens on va dire, qui regardent le journal télévisé de 20h à l'heure de la soupe, ils n'ont pas du tout envie de croire ça. Ils ont plutôt envie de croire des gens qui disent, premièrement, c'est une sorte de fureur populaire spontanée, ou c'est le produit de la sauvagerie africaine, alors que tout ceci est terriblement humain et très proche de nous, et très proche des autres génocides, le génocide des Arméniens, le génocide des Juifs, le génocide des Tziganes. C'est pour ça que, à mon avis, ces négationnistes ont un tel succès, parce qu'ils produisent pour l'opinion publique une sorte de légende acceptable. Alors justement, pour parler du Rwanda d'aujourd'hui, où vous avez été à l'occasion du 25e anniversaire du génocide, vous étiez un des Français qui était sur place, puisque M. Macron n'a pas daigné envoyer une délégation à ce 25e anniversaire. Il a envoyé Enfin non, il ne l'a pas envoyé, un parlementaire... Il y a un parlementaire qui est allé, mais enfin bon, ce n'était pas une délégation officielle. Ce qu'on peut dire, c'est que, est-ce qu'on peut parler de despotisme éclairé de Kagame et de la volonté d'utiliser ce despotisme éclairé pour parler de dictature et essayer de mettre en rapport la dictature de Kagame par rapport au génocide, un peu pour essayer de relativiser les choses de la part des autorités françaises. Voilà, il y a beaucoup de gens qui essayent de tout relativiser, de renvoyer dos à dos tout le monde. Le principal argument étant, oui, ce sont des Africains, et même Mitterrand disait, bon, vous savez, dans ces pays-là, un génocide... oui, non, mais ça va très loin, c'est profondément ancré dans l'esprit de beaucoup de gens. Donc sur le despotisme éclairé du président rwandais, bon, ce qui est très pénible, c'est d'entendre des leçons de morale, d'entendre des dirigeants français donner des leçons à Kagame après toute l'implication française. C'est assez insupportable. Alors après que le régime soit un régime autoritaire, j'en doute pas. C'est-à-dire que comment peut-on reconstruire un pays après un tel cataclysme ? Je pense qu'il n'y a pas 36 façons. Et jusqu'à présent, ça se passe plutôt très bien. Je pense que s'il avait été plus tendre, on va dire, il ne serait plus là depuis longtemps et on ne sait pas dans quel état le pays serait. Donc voilà, je ne serais pas le premier à jeter la pierre à Kagame, parce que je pense qu'il fait... ce qu'il peut pour reconstruire un pays après un tel cataclysme. C'est quand même une situation exceptionnelle. Je voudrais ajouter quelque chose, c'est que, bon, effectivement, il y a cette espèce de thèse du double génocide et de la diabolisation absolue du régime de Kagame. On lit sur les réseaux sociaux même des Français qui n'ont jamais mis les pieds au Rwanda et qui racontent tout ça d'une façon apparemment convaincue. Mais en matière de droits de l'homme, est-ce qu'on peut ne pas tenir compte du fait qu'il y avait une famine au Rwanda, alors qu'il y avait 7 millions d'habitants avant le génocide? Aujourd'hui, il y a 12 millions d'habitants, tout le monde mange à peu près à sa faim. La pauvreté a diminué dans des proportions très importantes. La corruption a disparu. Et surtout, l'espérance de vie, qui était de 32 ans avant le génocide en 1993, est de 64 ans aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens vont vivre 2 fois plus longtemps. Alors, c'est vrai, ici ou là, on parle d'opposants qui disparaissent dans des conditions bizarres, mais enfin, en matière de progrès dans les droits de l'homme, ce régime est tout à fait remarquable quand même. Et même s'il n'est pas parfait, on ne peut pas dire que c'est un régime abominable dans lequel tout est mauvais. Merci à tous les deux. Alors, je voudrais rappeler que le livre de M. Dupaquier s'appelle « Politique, militaire et mercenaires français au Rwanda ». Il est publié chez Cartala. C'est une chronique de désinformation. Et puis, vous aviez publié avant l'agenda du génocide. Et puis, Rwanda, les médias du génocide, chez Cartala aussi. Quant à Jean-Christophe Clortz, je ne sais pas si on peut voir encore vos livres, vos films, mais moi je voudrais conseiller Ligne de front parce que c'est un très beau film, vraiment fait à propos et à l'occasion du génocide rwandais. Et puis Kigali, les images, si on peut le retrouver. Les images contre un massacre. Contre un massacre, oui, c'est ça. Et Retour à Kigali, une affaire française qui est très très récent et qu'on peut trouver facilement. C'est un documentaire. C'est passé sur France 3 en début d'année, donc je pense que sur le site de France 3, ça doit... Merci à tous les deux. Merci.
Le Rwanda, 25 ans après, notre grand témoin est Florence Prudhomme. Vous êtes journaliste et éditrice, engagée dans le mouvement des femmes. Vous êtes soucieuse de solidarité féminine. Vous avez publié un petit livre qui s'appelle Rwanda, l'art de se reconstruire, aux ateliers d'Henri Dougier. Et puis vous venez de publier des cahiers de mémoire, Kigali 2019, 2 tomes. Et on peut dire que c'est le fruit d'un travail que vous avez fait dans le cadre de votre association qui s'appelle Rwanda Avenir. Et dans le cadre de votre association, vous avez voulu donner la parole à ces femmes qui sont des rescapées du génocide. Vous avez travaillé avec elles dans la maison du quartier qui a été construite par elles. Et vous avez voulu, avec elles, au fond, prendre la mesure de ce qu'elles ont vécu et de ce que pouvait être leur résilience. Oui. Les textes qui sont parus récemment, qu'on appelle les cahiers de mémoire, ont été écrits à partir de 2014. Mais en amont, il y a eu tout un grand travail pour parvenir à cette écriture et à ce travail sur le trauma qui continuait à persister. Donc moi, je suis allée pour la première fois en 2004 au Rwanda, après avoir entendu un psychiatre, le regretté Dr Naasson Munyandamutsa, qui disait que la situation des rescapés, 10 ans après, était à peu près toujours la même, était toujours un désastre, au point de vue psychique, au point de vue social et au point de vue économique. Donc, forte un peu de mon expérience passée, effectivement, je suis allée voir si je pouvais aider d'une manière ou d'une autre les rescapés du génocide des Tutsis. Donc là, j'ai rencontré un groupe de femmes toutes rescapées qui vivent dans un lotissement à Kigali. Elles sont 125 et elles ont 600 enfants à leur charge, qui sont pour la plupart des orphelins de leur famille qu'elles ont adoptés ou recueillis, ou d'autres orphelins. Donc il a fallu se connaître, se découvrir, elle et moi et nous, parce que je n'étais pas seule là-bas. Et surtout essayer de rompre la méfiance légitime qu'elles auraient pu avoir à mon égard. D'une part parce que j'étais française et donc vous avez parlé longuement de toute cette question avant maintenant. Et donc il y a eu un long travail de connaissance, d'approche pour mettre fin à la méfiance légitime qui pouvait exister. Et ça, on l'a fait en ayant des activités artistiques d'un côté, thérapeutiques de l'autre et mémorielles de l'autre. On peut se poser la question de savoir, au fond, comment se reconstruire après un génocide de cette importance. Personne n'est plus là pour parler. Quand on va dans sa maison, on ne peut pas parler de sa maison puisqu'elle a été détruite. Et en fait, les habitants n'ont plus de chez eux d'une certaine façon. Et les femmes que vous avez traitées, avec qui vous avez discuté, avec qui vous avez parlé, au fond, elles sont presque déracinées. Elles sont tout à fait déracinées et elles sont tout à fait seules, puisque tous les membres de leur famille ont été massacrés. Et donc, elles sont seules, et par exemple à Kigali, elles étaient dans des petites maisons côte à côte les unes des autres, seules avec leur trauma de l'après-génocide. Et ça, c'était la question la plus importante, c'était de voir comment on pouvait, avec elles, essayer d'échapper au trauma. Puisque le trauma, spécifiquement, c'est la mémoire qui s'arrête à un certain moment donné, dans un certain contexte, quand on vous a fait subir les pires choses, ou un génocide en l'occurrence. Et donc la mémoire s'arrête, le temps se fige, et le trauma prend toute la place. C'est-à-dire, il n'y a plus d'avant, il n'y a plus d'après, il n'y a plus de maintenant. Il y a les images et les scènes qui se répètent et qui se renouvellent. Et c'est cette optique-là, je l'avais sûrement au départ en allant au Rwanda, mais peu à peu, il me semble qu'on a construit l'espace qui pouvait donner lieu à l'écriture des cahiers de mémoire eux-mêmes, où là, chaque auteur, femme, homme, âgé, moins âgé, jeune,
Et ils ont formé un groupe. Enfin, ça, c'est vraiment la spécificité de l'expérience qu'on a menée là-bas. Ils ont travaillé ensemble, un groupe de 20 et un autre groupe d'une quinzaine. Ils travaillaient chaque semaine. Et chaque semaine, ils écrivaient tout seuls. Ils venaient, ils étaient tout le temps ensemble. Ils disaient, nous avons vécu la même histoire. C'était vraiment, nous partageons la même histoire. C'était en fait leur identité commune. Grâce entre guillemets, mais parce qu'ils avaient vécu cette même histoire, ils pouvaient se consoler les uns les autres. Chacun pouvait s'appuyer sur l'autre et chacun était le destinataire de l'ensemble du groupe. Et ça, c'est vraiment ce qui était le plus important dans cet atelier de mémoire, dans la mesure où il y a eu beaucoup de témoignages après le génocide des Tutsis en 1994, notamment dans les grandes cérémonies au stade Amahoro à Kigali. Et là, vous avez des témoignages déchirants, horribles, et en général, chaque année, les cris s'emparent de l'assistance, et toutes les femmes rescapées qui entendent une des leurs décrire ce qu'elle a vécu, et toutes ont vécu à peu près la même chose, c'est un hurlement, c'est saisissant. Thibaut Valentin. Vous avez écrit donc ce livre, Au Rwanda, l'art de se reconstruire. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait un grand absent dans ce livre, c'est les génocidaires. C'est-à-dire que lors d'un génocide, il y a les victimes, il y a aussi les génocidaires. Et comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de témoins dans un génocide, il n'y a que des complices ou des victimes. Et finalement, toute cette partie de la population qui a dû se reconstruire aussi et a dû faire ce devoir de mémoire, comment on fait pour le gérer ? Je pense que Jean Hatzel en a très très bien parlé dans un certain nombre de titres, justement, soit des génocidaires eux-mêmes, soit des enfants de génocidaires. Moi, je suis allée spécifiquement au Rwanda pour être aux côtés des rescapés. Donc, mais j'ai aussi connu ou entendu parler de scènes de ce qu'on appelle de la réconciliation. Je ne sais pas si le mot est vraiment approprié ou suffisamment fort, mais j'ai lu par ailleurs, dans un texte qui m'a été confié il n'y a pas très longtemps, une femme, toute sa famille a été massacrée, tout le monde a été jeté dans les rivières et les cadavres sont arrivés jusqu'en Ouganda, dans le lac Victoria. Et donc elle est seule et le bourreau, le tueur de sa famille, a été arrêté, il a fait les aveux, il a demandé pardon, il a dit à sa mère, à lui le bourreau, dis tout ce que tu sais, dis comment on était quand on revenait des tueries, etc. La mère l'a fait également. Et après, la femme, qui était la seule survivante de sa famille, a accepté de donner le pardon à cet homme. Et l'homme lui a dit, écoute, c'est moi, c'est à cause de moi que tu es une orpheline, c'est à cause de moi que tu pleures tous les jours. Pourtant, tu étais comme ma fille, et je ne sais pas ce qui s'est passé. Florence Prudhomme, ce qu'on peut dire, c'est que les femmes avec qui vous avez travaillé, pour elles, au fond, la vie doit continuer malgré tout ce qui est incommunicable, et il faut essayer chaque jour de regarder avec courage ce qui s'est passé. En fait, c'est ce que traduit votre livre, et il faut, d'une certaine façon, vivre la vie devant soi, sans regarder forcément en arrière. Et ce qui est intéressant, c'est que vous montrez comment les participantes ont trouvé la force, au fond, de cet atelier de mémoire de Kigali. Comment elles ont eu la force d'écrire leur récit dans un groupe où chacune était la destinatrice de l'autre. Et finalement, ce que vous avez montré, c'est qu'il n'y a pas de présence explicite d'un destinataire, mais il y a le groupe qui échange à propos de ces témoignages. Il n'y a pas de visée thérapeutique délibérée, mais il y a le groupe qui échange. Et au fond, au terme de cela, il y a quelque chose comme la résilience qui se produit. Oui. Il y a une visée thérapeutique. Enfin, ceci dit, chaque participant du groupe est venu aussi pour se libérer. Voilà. Il y a une temporalité traditionnelle qui vole en éclats. Oui. Il y a quelque chose comme, oui. au fond, quand on est devenu un cafard, quand on est devenu un moins que rien, un serpent, à la porte de la mort, il faut se reconstituer comme un être humain. Oui, tout à fait. Mais si vous voulez, dans les séquences précédentes de l'émission, plusieurs ont parlé du silence. Et
Et ça, c'est très, très important parce que, effectivement, dans l'espace sonore du génocide, les seuls mots qu'on entendait, les seuls sons qu'on entendait, c'était les cris de la chasse à l'homme, c'était les coups de sifflet que les génocidaires faisaient pour se rassembler, ils tapaient sur des tambours. Les autres, les Tutsis, ils étaient cachés et obligés au silence, parce que s'ils ouvraient la bouche, aussitôt ils allaient être repérés, etc. Et après le génocide, tout de suite après, les rescapés ont eu beaucoup de troubles de la parole, d'aphasie, de bégaiement, de sons qui sortaient tout d'un coup, etc. Enfin, qui était l'envers du silence, de l'assignation au silence qui avait été vécu pendant les 4 mois du génocide. Et après, il était possible, effectivement, c'est-à-dire maintenant, quand on a commencé l'atelier de mémoire, ça faisait 20 ans après le génocide, il était possible de la parole, de se libérer grâce à la parole, c'est-à-dire de pouvoir reprendre le fil du génocide en nommant les lieux, là où avait eu les massacres, en donnant les noms de toute sa parenté qui avait disparu, et aussi en l'ancrant, parce que c'était un des seuls cadres qu'on avait donné pour l'atelier de mémoire, c'est qu'il y a avant, pendant, après. Et le fait de revenir sur l'avant, c'est-à-dire quand... et tout le monde dit... avant, c'était la bonne entente, et c'était réellement comme ça. Tout le monde vivait ensemble, avec la même religion, avec la même langue, etc. On était amis. Et puis tout d'un coup, ça se déchire, ça éclate, c'est le génocide qu'on connaît. Mais cette période, il y a eu une période heureuse dans la vie de chacun quand il était petit, avant 59 en fait, quand même. Et puis, il y a un autre moment aussi qui a été... comme un trauma initial aussi avant le génocide, c'est 73. 73, là, tous les enfants Tutsis ont été éjectés des écoles. Il y a eu une exclusion massive. Alors ça, c'est pour les enfants. Dans l'administration et dans les bureaux et autres, les adultes, c'était pareil. Et pour les enfants, on a institué ce qui s'appelait la fiche suiveuse. C'est-à-dire qu'il y avait marqué le nom, le prénom, l'ethnie, et quand il est né, et où il est né, enfin, etc. Et ça suivait tout le temps. C'était l'acte de condamnation à mort du petit enfant. Donc ça aussi, ça fait partie d'atteinte à la parole ou à la pensée absolument phénoménale. Alors d'une certaine façon, il y a eu une libération, parce qu'aujourd'hui, on va venir à aujourd'hui, oui. C'est un des points importants de la situation dans laquelle nous sommes, c'est que la carte d'identité des Rwandais ne porte plus Hutu ou Tutsi. Ils sont Rwandais, point final. Donc, il n'y a plus de carte suivie, enfin, comme vous venez de l'exprimer, et il n'y a plus d'identité particulariste des Hutus ou des Tutsis. Est-ce que vous croyez que c'est un geste symbolique très fort qui a changé quelque chose? C'est sûr. Le marquage identitaire qui figure sur la carte d'identité, qui réglemente tous les rapports humains, s'il disparaît au niveau symbolique le plus fort, puisque les cartes d'identité, c'est quand même, pour un individu, ce qu'il y a de plus fort. S'il y a marqué rwandais, c'est sûr que c'est une autre identité peut se construire. Enfin, une identité réconciliatrice, peut-être. Vous avez assisté à Kigali au 25e anniversaire du génocide. Si on veut parler de 25e anniversaire, je dirais le 25e année après le génocide. C'était au stade Amoro, cérémonie. Et au cours de cette cérémonie, d'une part, des rescapés ont exprimé leur douleur, 25 ans après, qui reste considérable. Et vous avez entendu le discours de Charles Michel, c'est le Premier ministre de Belgique. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit mot? Mais lui, il n'était pas au stade, je crois. Il était le matin, à Convention Center, où il y avait tous les chefs d'État et les invités, les officiels. Rappelons que la France n'avait envoyé personne, sinon des députés, enfin un député. Oui. Personne, oui. Et Charles Michel est intervenu pour demander pardon, pour tenter d'excuser la surdité de la communauté internationale et de son pays, la Belgique. Et c'était très émouvant, ça c'est sûr.
C'était bouleversant et c'est vrai qu'on ressentait d'autant plus l'absence française, ça c'est incontestable. Alors peut-être qu'il faut rendre justice à Nicolas Sarkozy, qui lui a été capable d'ouvrir le dossier et de commencer, au fond, à reconnaître ce qui s'était passé. Aussi étonnant que ça puisse paraître, c'était son œuvre politique. Ce n'a pas été le cas de ses successeurs, pas le cas de ses prédécesseurs. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ce fait que, au fond, la France, sauf pendant la courte période Sarkozy, n'a jamais pris la mesure de sa culpabilité. Je ne dis pas de sa responsabilité, mais de sa culpabilité. Les enjeux sont trop forts, je crois. Ils sont trop. Comment voulez-vous qu'un homme politique dise oui, enfin en France en tout cas, on a été complice du crime des crimes. Ça me paraît. Je ne crois pas qu'ils vont jamais le faire. Ils font pire d'ailleurs que ça encore et ils reconnaissent jamais rien. Donc c'est. L'homme politique est une variété particulière. Florence Prudhomme, vous avez été très sensible au lien intergénérationnel, c'est-à-dire au fait que ceux qui n'ont pas connu le génocide, qui sont nés après, puisque maintenant ça fait 25 ans, essayent de rendre compte de ce que leurs parents et leurs grands-parents ont vécu. Les jeunes, la jeune génération, effectivement, celle qui est née après le génocide, veut entendre parler, veut connaître ce qui s'est passé, veut connaître l'histoire. Et par ailleurs, 25 ans, c'est un temps de latence, je crois, qui est à peu près le même pour tous les génocides qui ont eu lieu, en tout cas pour le génocide de la Shoah. C'est le cas. Il faut toujours attendre 25 ou 30 ans pour qu'il y ait une production importante de textes écrits. Et donc, il y a des textes précurseurs, mais par exemple, cette année, il y a eu un nombre considérable de publications qui ont été écrites par des Rwandais et par des rescapés. Et ce que je veux dire, c'est que les parents de jeunes enfants, les femmes qui ont connu le génocide au Rwanda, veulent parler à leurs enfants, ce qui n'était pas le cas des générations précédentes. Par exemple, quand on était un enfant avant le génocide, dans les années 60, et qu'il commençait à y avoir des massacres et des persécutions, on ne disait rien aux petits enfants. Il y a un exemple dans les cahiers de mémoire où une petite fille de 8 ans demande à sa mère « Mais pourquoi on jette des cailloux sur le bétail de grand-père? Pourquoi les vaches sont rassemblées ici? Mais où est mon père ?» Et la mère répond rien. Et la petite fille dit « Je me suis tue ». C'est-à-dire, c'est toujours dans le même sens de l'assignation au silence. Et je crois qu'aujourd'hui, les jeunes, enfin les femmes qui sont les mères d'enfants, adolescents ou jeunes hommes et jeunes femmes, veulent faire connaître l'histoire à leurs enfants, vraiment. Est-ce que vous avez l'impression que le tribunal pénal international qui s'est réuni à Arusha, qui concerne exclusivement le Rwanda, a échoué, comme le disent certains, ou bien que déjà des choses s'y sont traitées? Et surtout, est-ce que vous avez l'impression que les Gacacha, c'est-à-dire ces justices qui se sont tenues, ces petits tribunaux qui ont tenu à affronter tous ceux qui ont participé au génocide, une partie de ceux qui ont plutôt participé au génocide, ces tribunaux traditionnels ont joué leur rôle? Et comment est-ce que vous voyez le partage entre tribunaux traditionnels et tribunal pénal international? Mais dans les Gacacha, c'était très local et c'était très traditionnel, encore, effectivement. Donc c'est là aussi qu'il y a eu des échanges comme ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, où un bourreau rencontre la survivante d'une famille qui l'a massacrée. Donc, mais il y a eu toutes sortes de cas de figure dans les Gacacha. Il y a eu là où les génocidaires ont menti pour avoir une remise de peine. Il y a eu les cas où ils n'ont pas voulu dire où avaient été jetés les corps, ce qui est une énorme souffrance pour les rescapés, évidemment, parce que ça surmultiplie la perte. Et donc, il y a eu beaucoup de cas de figure différents, mais je crois que ça a joué un rôle fondamental d'apaisement, enfin, au niveau général. Et le TPIR, je ne suis pas très experte pour en parler, mais le fait le plus important, c'est que
au cours d'un des premiers procès, le génocide contre les Tutsis a été reconnu comme un fait avéré, sur lequel on ne peut pas revenir. Donc ça, c'est dans la juridiction. On ne peut pas dire non, il n'y a pas eu de génocide au Rwanda. Ça, on ne peut plus dire. Madame Prudhomme, est-ce que ce devoir de mémoire, on le partage? Est-ce qu'en tant qu'Européens, en pensant à la colonisation, à l'introduction du concept de race en Afrique, est-ce qu'on partage ce devoir de mémoire? J'essaye. C'est une question. Non, mais non, c'est très important de toute façon, et je crois que beaucoup le savent. C'est-à-dire, c'est quand même sous la colonisation belge qu'il y a eu l'inscription des 3 ethnies sur la carte d'identité. Je pense que on va venir maintenant au personnage de Kagame et à sa politique. Kagame a reconstruit le Rwanda dans des conditions très difficiles, puisque on peut dire que le pays était vraiment à genoux. Il n'en restait rien. Il a dit, lors du 25e anniversaire, nos corps ont été amputés et porteurs de cicatrices, mais nous avons pansé nos plaies. Est-ce que vous pensez que les plaies sont pansées? Vous qui avez travaillé avec ces femmes, vous qui avez vu le quotidien de ces Rwandais, est-ce que vous croyez qu'on peut parler de panser les plaies? Je pense que oui, en partie, je pense que oui, mais depuis peut-être seulement cette année. Avant, c'était plus difficile parce que le trauma régnait en maître. Donc les gens étaient vraiment cassés au dernier degré. Et je pense qu'en tout cas que les auteurs des cahiers de mémoire ont pensé leur plaies et que au niveau du pays, l'institution la plus à même qui est en charge de ces questions, c'est la Commission nationale de lutte contre le génocide, la CNLG. Et par exemple, on est dans un contact très étroit et plus que solidaire. Je pense qu'elle va continuer à développer les cahiers de mémoire dans tout le pays, en multipliant les groupes. Parce que ce que chacun et chacune a dit, ça a été une guérison pour moi de parler. C'est pour ça que je faisais ce balancement entre le silence du génocide et la parole. Elles l'ont dit comme ça. Il y a un homme qui était dans le groupe. À la fin, quand tout était fini, il a dit « Je voudrais qu'il y ait une réunion, j'ai quelque chose à vous dire ». L'homme en question, il est venu, tout le monde était là. Voilà, je voulais vous dire, j'ai fini d'écrire mon cahier de mémoire, comme vous tous. Je buvais, j'étais un alcoolique invétéré et je ne bois plus. Bon, par exemple, c'est-à-dire que ça a un effet thérapeutique absolument formidable, si j'ose dire, de libération de quelque chose dont on est prisonnier du trauma. On n'en peut plus. Et justement, est-ce que les gacaca, qui sont les tribunaux populaires où la parole s'exprime, où tout le monde est là et où tout le monde rend justice, entre guillemets, est-ce que ça aide à se reconstruire? Pour moi, oui, mais je pense que le Rwanda est un pays dont on aurait beaucoup à apprendre au niveau thérapeutique, justement. C'est-à-dire, par exemple, quand il y a les soirées Kwibuka, c'est-à-dire le 7 avril, quand il y a les cérémonies de commémoration, soit dans le grand stade, soit au niveau plus local. Il y a des femmes qui hurlent, à chaque fois, qu'on transporte, qu'elles se reposent, etc. Le lendemain, elles ont le sourire jusque-là. Vous ne pouvez pas l'imaginer. C'est-à-dire, c'est comme une thérapie fulgurante. Je l'ai vu, je ne l'ai pas inventé, je l'ai vraiment vu ça. Donc, les gacaca, bien sûr, c'était une épreuve. Mais c'est une épreuve moins pire que d'ignorer jusqu'à la fin de vos jours où ont été enterrés vos enfants et vos parents. Et il y a eu un déploiement de thérapeutes au moment des gacaca, autour justement du docteur Nasson Munyandamutsa et Marie-Odile Godard, avec l'association Ibuka et Médecins du Monde, je crois. Ils ont vraiment entouré les rescapés au cours de ces confrontations avec les bourreaux.
c'était un énorme travail thérapeutique. Alors, vision plus globale encore du Rwanda. Kagame n'a pas une image très favorable en Occident, en tout cas en France, parce qu'au fond, on pense qu'il est une partie du conflit et que, représentant les Tutsis, il n'est pas estimable. Il n'empêche qu'il a complètement changé son pays. Il est arrivé à reconstruire. Il n'empêche qu'aujourd'hui, quand on parle du Rwanda, on dit c'est la Suisse de l'Afrique. La Suisse de l'Afrique pour dire que c'est un pays riche, économique, qui est arrivé à reconstituer quelque chose, que la vengeance a été interdite, que la corruption a été supprimée. Quand même beaucoup de victoires de la part de ce Kagame. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que vous pensez que son autoritarisme, que tout le monde critique, son espèce de dictature qui est dénoncée, empêche de prendre la mesure de ses victoires et de ses succès? En tout cas, on peut en aucun cas employer le mot dictature, ça c'est sûr. Qu'on dise que c'est un président autoritaire, c'est vraisemblable. Et quelle est la différence? Une dictature, tout le monde est muselé, on jette les gens d'avion dans la mer, comme en Argentine. Tout le monde parle librement, Rwanda? Tout le monde parle librement? Quand vous interrogez les gens, ils parlent librement? Tout le monde parle. Je ne parle pas des rescapés, je parle de tout le monde, les gens dans la rue. Mais tout le monde parle librement. Si au Rwanda, quelqu'un vient et me dit « mais c'est pas vrai, il n'y a pas eu de génocide ici, mais non, ce chiffre d'1 million de morts, mais qu'est-ce que c'est ?» Non, non, non. Bon, 25 ans après, on ne peut pas laisser dénier le génocide. Donc, il y a ce que Vidal Naquet avait appelé les assassins de la mémoire. Pourquoi on va les laisser parler, eux, 25 ans après? Je veux dire, après la Shoah, 25 ans après, vous auriez autorisé les groupes néo-nazis à fonctionner, à faire la loi? Merci Florence Prudhomme. Alors je rappelle que votre livre s'appelle Rwanda, l'art de se reconstruire, que vous avez publié ces fameux cahiers de mémoire, 2 tomes, et qui s'appelle Kigali 2019, et qu'on peut lire dans ces 2 tomes, je crois que c'est publié chez Garnier, on peut lire dans ces 2 tomes, au fond, tous les témoignages que vous avez recueillis. Et puis, je voudrais dire à nos téléspectateurs que maintenant, la question se pose. Vous avez entendu une thèse pendant cette émission. C'est une émission incontestablement engagée, mais sachez que nous avons essayé d'avoir des voix de l'autre côté, donc des voix qui auraient nié ces pratiques. Eh bien, nous n'y sommes pas parvenus. Alors, je crois que vous avez d'un côté des gens qui disent ce qui s'est passé au Rwanda, qui disent les responsabilités de la France et de l'armée française, et de l'autre, des responsables qui refusent de parler. Nous avons fait une émission avec des gens qui acceptent de parler. Voilà.